Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va reparler du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Alors je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je te donne tous mes bons conseils par rapport à l'argent en voyage, par rapport aux cartes bancaires, aux taux de change, aux frais bancaires, tout ça. Je te mettrai le lien dans le i juste là. Mais aujourd'hui, je vais pas te parler de ça, je vais te parler de comment dépenser moins en voyage, je vais te donner mes bons conseils par rapport à ça. En fait, je trouve que souvent, on va parler de comment limiter ses frais bancaires, on va parler de comment gagner de l'argent en fait pour pouvoir partir en voyage, on va parler d'économiser avant de partir en voyage. Mais sur place, alors même s'il y a certains conseils qui reviennent très souvent, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors je dis pas que j'ai la science infuse par rapport à ça, mais je trouvais ça intéressant de te partager mes conseils pour dépenser moins pendant ton voyage, tout simplement pour pouvoir voyager plus longtemps ou pour pouvoir te faire davantage plaisir en fait sur d'autres visites ou d'autres activités. Donc je vais commencer tout de suite avec le conseil numéro 1 qui est je pense le plus basique, ça va être de limiter les frais bancaires. Pour cela, je te conseille soit de négocier avec ta banque pour que ta carte bancaire te coûte le moins possible déjà quand tu feras des retraits ou des paiements à l'étranger, et aussi de voir s'il n'y a pas une option internationale, ou sinon de passer à une banque en ligne. Je te remets aussi dans le i, encore une fois, la vidéo sur l'argent en voyage. Aussi, pour limiter ces frais bancaires, je te conseille de retirer des gros montants plutôt que de retirer des petits montants à chaque fois, parce que si tu retires dans un distributeur où les frais sont fixes, autant retirer un gros montant d'un coup plutôt que plein de petits montants et à chaque fois te taper les mêmes frais fixes qui vont être forcément du coup beaucoup plus conséquents. Mon deuxième conseil, ça va être de privilégier les transports locaux. Par exemple, quand j'étais à Cuba, je me suis vite rendu compte que les transports locaux coûtaient, je crois que c'était 3 ou 4 centimes du peso cubain touristique entre guillemets, alors que si j'avais pris par exemple un taxi, même un taxi partagé, ça me serait revenu à environ 15 pesos, donc tu vois quand même que la différence est assez conséquente. En plus, c'est pas nécessairement difficile de prendre les transports locaux. Bon, un système de bus en général, ça fonctionne à peu près pareil dans tous les pays. Si t'as peur de pas savoir comment ça marche, je te conseille juste d'aller par exemple à la gare routière et de demander en fait comment fonctionne le système, ou tout simplement de taper ta question dans Google Traduction pour le montrer à la personne si tu parles pas la langue du pays. Mon troisième conseil, ça va être de te renseigner sur les prix dans ta future destination, dans ta prochaine destination, tout simplement parce que si tu sais déjà à quoi t'attendre avant de partir, ça te permettra de mieux évaluer ton budget et surtout de savoir les arnaques et comment les éviter. N'hésite pas d'ailleurs pour connaître on va dire les prix les plus actualisés possibles à poser ta question sur des groupes Facebook. En général, les personnes qui répondent sont quand même parties il n'y a pas très longtemps dans le pays où toi tu t'apprêtes à partir, comme ça tu auras vraiment les prix les plus actualisés possibles et ça te permettra de vraiment savoir combien tu vas dépenser ou combien tu vas t'attendre à devoir dépenser, par exemple pour les transports, pour la nourriture, pour le logement, tout ça. Mon quatrième conseil, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos sur ce que j'aurais aimé savoir pendant mon premier voyage seul, c'est de manger de la street food. La street food en fait c'est les petits stands où mangent également les locaux, donc la nourriture est forcément hyper locale. Je pense que tu trouveras pas mieux si tu veux goûter la gastronomie du pays dans lequel t'es. Et comme c'est là où mangent les locaux, tu te doutes bien que les prix vont pas être grossis, comme par exemple dans un restaurant qui se trouverait à l'entrée d'un monument très prisé par les étrangers par exemple qui viennent visiter le pays dans lequel t'es. Donc je te conseille vraiment de privilégier la street food, c'est bon, c'est pas cher, c'est local, et en plus il se peut que tu rencontres des gens pendant ton déjeuner, donc bon, c'est pas plus mal. Mon cinquième conseil, ça va être de privilégier la qualité à la quantité. Et là tu te dis, c'est pas logique parce que si tu privilégies la qualité en général c'est plus cher, et ben je suis totalement d'accord avec toi. Moi ma philosophie c'est que je préfère dépenser un peu plus mais faire moins d'activités, mais que l'activité que j'ai payée, ou la visite que j'ai payée, soit vraiment à la hauteur de mes attentes. Donc pendant ton prochain voyage, au lieu de vouloir tout visiter, choisis vraiment une ou deux activités qui pour toi sont incontournables, que tu as vraiment envie de faire, et fais en sorte de faire ces activités exactement comme tu aurais voulu les faire. Alors bien évidemment toujours dans le respect de la culture des locaux et tout ça, hein, voilà. Personnellement, moi je préfère choisir qu'une ou deux activités, qu'une ou deux visites, et les faire bien, les faire comme j'ai envie, quitte par exemple à payer un tour privé si j'en ai envie, plutôt que de visiter tous les musées d'une ville ou de faire toutes les excursions proposées par les agences de voyage où forcément tu te retrouves dans des grands groupes. Si pour certaines visites c'est bien, je trouve que pour d'autres visites c'est pas nécessairement bien, et je pense qu'il vaut mieux repartir avec des bons souvenirs et vraiment être content de ce qu'on a vu et de ce qu'on a fait en ayant peut-être payé plus cher et en ayant vu moins de choses, en n'ayant pas multiplié on va dire les visites, mais être quand même content de ce qu'on a vu et de ce qu'on a fait plutôt que de multiplier les visites et au final de pas voir le temps passer. Mon sixième conseil, ça sera de laisser place à l'imprévu et surtout de ne pas avoir trop d'attentes, parce que je pense que c'est comme ça qu'on se laisse surprendre et c'est comme ça qu'on apprécie beaucoup plus son voyage, parce que si tu arrives dans un pays et que tu sais déjà tout ce que tu veux faire, tu vas déjà suivre un itinéraire tout tracé, tu vas exactement savoir ce que tu vas voir chaque jour de ton voyage, donc il n'y a pas trop d'imprévus, il n'y a pas trop de découvertes, sauf que pour moi, le but de voyager, c'est justement de découvrir. Donc, bon,
Donc voilà, ne sois pas trop rigide sur ce que tu veux voir et ce que tu veux faire. Alors bien sûr, je comprends qu'il y a toujours des choses qu'on ait envie de voir et qui sont vraiment incontournables, on ne dérogera pas à la règle. Mais voilà, il faut quand même être un peu flexible parfois et c'est comme ça qu'on peut vraiment tomber sur des pépites et qu'on repart avec des beaux souvenirs en plus. Mon 7e conseil reprendra le conseil que je t'ai dit 2 conseils avant, c'est de ne pas vouloir tout faire. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de passer son temps à courir parce qu'en une journée, tu as envie de visiter 5 musées, 3 temples, d'aller déjeuner dans un resto dont on t'a absolument parlé, puis de finir sur tel bar pour boire un cocktail, pour voir le coucher de soleil sur tel paysage par exemple. Et puis à la fin de la journée, tu rentres dans ta chambre d'hôtel ou dans ton dortoir d'auberge de jeunesse. Et puis en fait t'es crevé et t'as pas le temps de penser à ce que t'as vu, t'as pas le temps de te rappeler en fait de ce que t'as vu, de ce que t'as découvert, de ce que t'as visité. Et puis le lendemain tu recommences, et puis le jour d'après tu recommences. Et quand tu reviens de ton voyage, t'es crevé. En fait, le souvenir principal après quand tu rentres, c'est pas forcément « Oh, j'ai vu ci, j'ai vu ça, c'était super beau et tout », c'était « Ah ouais, c'était du sport parce que franchement, le rythme était soutenu ». Bon, si c'est ça ton souvenir principal de voyage, c'est sûr que c'est pas optimal quoi. Si t'as que 10 jours dans un pays par exemple, essaye pas de courir pour voir tout ce qu'il y a à voir et à faire dans ce pays, je trouve que ça sert à rien. Fixe-toi sur une seule région de ce pays et visite-la à fond pendant les 10 jours, même si c'est une petite région par exemple, t'en profiteras beaucoup plus, tu verras des trucs qui sont beaucoup moins plébiscités par les touristes. Et quand tu repartiras, tu seras vraiment content de ce que t'as fait. Et le mieux, c'est que ça te donnera une occasion de revenir dans le pays pour visiter les autres régions. Une occasion de plus de voyager, on va pas refuser quoi. Mon 8e conseil, ça sera de rester le plus possible avec le même programme de réduction, enfin le même programme promotionnel. Alors après, il faut trouver le programme de réduction, enfin le programme promotionnel qui te convient et qui soit vraiment avantageux, tu vois. Je me doute bien que pour certaines destinations, tu peux pas toujours rester avec le même programme promotionnel pour une compagnie aérienne, je suis d'accord. Mais moi, j'ai découvert l'année dernière le programme de réduction Booking. Enfin, je l'ai pas découvert en fait, j'ai découvert que j'avais le badge voyageur fréquent sur Booking, donc je me suis demandé d'où ça sortait. Et en fait, donc ça s'appelle le programme Genius. À partir de 2 voyages sur Booking, en fait, t'as ce badge. Et ça te donne 10% de réduction sur certaines offres, ça te met en avant les offres de rêve du jour, comme ils appellent ça. Et tu as aussi des avantages Genius, donc notamment ces 10%. Je crois que tu peux aussi check-in plus tôt et check-out plus tard, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a aussi d'autres programmes de fidélité en fait dans ce genre. Je te listerai soit dans l'écran, soit dans la barre d'infos les autres programmes que j'ai trouvés. Malheureusement, j'ai vu qu'avec Hostel World, il n'y en avait pas. Donc ça, je trouve ça hyper dommage parce que Hostel World, je trouve ça quand même hyper pratique pour les auberges de jeunesse. Mais bref, c'est pas le but de ce conseil, c'était juste pour t'expliquer qu'avec un programme de réduction, si par exemple tu réserves toujours avec le même site en fait de réservation d'hôtel ou d'auberge de jeunesse, donc que ça soit Booking, que ça soit Expedia, Agoda, ce genre de site, à la fin tu peux te retrouver avec des offres qui sont non négligeables. Je t'avoue que 10% de réduction, comme ça a pas l'air beaucoup. Sur une réservation en fait, que ça soit dans une auberge de jeunesse ou pour réserver un petit appartement. Mais quand tu réserves assez souvent, quand tu pars en voyage, à la fin, t'es quand même content de l'addition, tu vois. D'ailleurs, pour continuer sur ce conseil, donc avec mon 9e conseil cette fois-ci, cherche les réductions, les liens de parrainage pour ces mêmes sites, donc que ce soit Booking, que ce soit Expedia, Agoda, Airbnb aussi. En fait, souvent, quand tu te crées un compte sur ces sites-là, on t'offre un lien de parrainage, enfin, on te donne plutôt un lien de parrainage. Si tu le partages avec tes amis et qu'ils s'inscrivent sur le site grâce à ton lien, en fait, vous allez tous les deux recevoir une réduction. Donc je crois que pour Booking, c'est 10% ou 15%. Enfin, 10% pour la personne qui est invitée sur sa prochaine réservation et la personne qui a donné son lien de parrainage, elle reçoit 20 € je crois. Pour Airbnb, moi je sais que quand je donne mon lien de parrainage, je reçois 15 € de la part d'Airbnb et je crois que la personne c'est aussi 10% de réduction sur sa prochaine réservation. C'est quand même pas négligeable parce que si tu invites plusieurs de tes amis qui s'inscrivent avec ton lien, tu te retrouves quand même avec un package assez conséquent. Si ça se trouve ton prochain Airbnb, tu vas même pas le payer parce que tu auras suffisamment en fait de sous gagnés grâce aux amis que tu as invités. Moi je sais que par exemple là j'ai déjà 30 € sur Airbnb que je peux utiliser pour mon prochain voyage, donc je pense que je l'utiliserai au Pérou ou en Bolivie. Mon 10e conseil, ça sera de profiter des activités et des visites gratuites dans beaucoup de villes, surtout en Europe, mais je sais que ça se fait aussi quand même dans certaines villes, par exemple au Brésil, dans d'autres pays, faudrait que je me renseigne, mais en tout cas en Europe, et là je le sais parce que je suis au Brésil, les free walking tours, ça se fait très souvent. Les free walking tours, c'est très réputé, il y en a partout. Alors je me souviens que moi quand j'étais à Prague, les free walking tours en fait étaient représentés, enfin c'était des personnes qui se baladaient avec un parapluie jaune et sur le parapluie en fait il y avait le drapeau
du pays, de la langue qui parlait, plus c'est très coté. Donc par exemple espagnol, anglais, français. Bon, français ça m'étonnerait, mais il y avait espagnol et anglais, ça c'est sûr. Et pour visiter une ville que t'es tout seul, que t'as pas envie d'être tout seul par exemple, c'est vraiment génial. Il se peut aussi que dans certaines villes, les musées soient gratuits pendant une journée de la semaine. Moi je me souviens que par exemple à Varsovie, tous les musées de la ville étaient gratuits un jour par semaine, donc c'était jamais le même jour. Je me souviens que dans mon auberge de jeunesse, il y avait le tableau qui était affiché. Je te mettrai dans la barre d'infos le lien de mon article vers Varsovie où j'ai remis ce même tableau si t'as envie de savoir. Mais il y a énormément de choses comme ça qui sont gratuites. Souvent aussi tu vas avoir des visites qui sont gratuites le dimanche par exemple, ou si t'as moins de 25 ans ou moins de 18 ans, ça peut être gratuit également, ou sinon t'as le tarif étudiant, donc voilà. Bref, profite vraiment de ces activités et de ces visites gratuites, ça te permet de visiter quand même à bien moindre coût et c'est quand même pas négligeable. 11e conseil, le plus simple de cette vidéo je pense, c'est de marcher. Alors même si je t'ai recommandé d'avant dans cette vidéo de prendre les transports locaux, parfois marcher ça permet vraiment de découvrir une ville, ça permet de découvrir un quartier. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas plus économique comme moyen de transport et c'est pas nécessairement désagréable. Alors je me doute bien que s'il fait super chaud, qu'il fait super humide ou qu'il y a une grosse mousson ou qu'il y a une tempête de neige, tu vas pas marcher. Mais si tu en as l'occasion, je te conseille vraiment de marcher. Il y a quand même beaucoup de villes qui sont hyper sympas pour se balader à pied. 12e conseil, fais tes courses et ne va pas au resto. Ou en tout cas, essaye d'y aller moins. Si tu fais tes courses et que tu cuisines dans la cuisine de ton petit appartement que tu as loué sur Airbnb ou que tu cuisines dans la cuisine de ton auberge de jeunesse par exemple, ça va considérablement réduire les coûts. Surtout si vous cuisinez à plusieurs, forcément les coûts sont divisés. Je pense qu'entre le fait de faire tes courses ou le fait de manger de la street food, au bout d'un moment ton budget bouffe il va vraiment diminuer. 12e conseil, paye sur internet en devises différentes. Surtout si tu as une carte qui n'a pas de frais bancaires. J'ai remarqué par exemple que quand je voulais réserver sur internet un logement, donc que ça soit un dortoir enfin un lit dans un dortoir dans une auberge de jeunesse ou une chambre dans un hôtel, si je payais dans la devise du pays, c'était forcément moins cher. Alors bien sûr, ça semble débile dit comme ça marche pour plein de choses, ça va marcher donc pour les sites de réservation d'excursion, les sites de réservation d'hôtels, les sites d'achat en fait tout simplement, enfin tout ce qui va être boutique en ligne. Bon, c'est pas ce que je te recommande, en général c'est quand même mieux d'aller sur un marché, c'est plus sympa, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu peux payer dans la monnaie du pays en ligne, c'est beaucoup plus avantageux. D'ailleurs pareil, quand tu es à l'étranger et que tu payes par carte dans un resto ou dans une boutique par exemple, parfois tu as une option qui s'affiche qui te demande de choisir la devise dans laquelle tu veux payer, donc euro ou par exemple dollar. Choisis la devise du pays, ça sera forcément moins cher, c'est sûr. Et enfin, mon dernier conseil, ça sera de ne pas se ruer sur les offres de ton auberge. Alors en général, les auberges de jeunesse proposent énormément d'activités et d'excursions pour les clients de l'auberge, ce qui peut paraître génial, surtout quand tu voyages seul, que tu as envie de rencontrer du monde. Cependant, au niveau du prix, c'est pas nécessairement le plus avantageux. Donc souvent en fait les auberges passent aussi par des agences de voyage, sauf qu'elles grossissent un peu le prix forcément pour se prendre une com. Jusque là j'ai envie de te dire c'est la loi du marché, donc on peut pas franchement leur reprocher. Mais si tu vas dans l'agence de voyage qui doit être juste à côté ou peut-être la rue derrière, tu vas te rendre compte que le prix est souvent moindre pour la même prestation. Tu rencontreras aussi des gens en fait pendant ton excursion ou pendant ta visite. Bref, comme d'habitude en fait on revient toujours à la même règle, compare les prix. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur mes conseils pour dépenser moins en voyage, pour économiser un petit peu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces conseils, si toi tu les appliques. N'hésite pas à me dire aussi si tu as d'autres conseils, parce que je pense que j'en ai oublié un bon nombre, parce qu'il y a quand même un shitload de trucs qu'on peut faire pour économiser et dépenser moins en voyage. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!